Merci à vous d'être là pour cet événement très important. Merci à tous les bénévoles qui ont travaillé dur pendant des semaines pour construire ces événements. Et à ceux qui sont présents aujourd'hui pour nous accueillir. Merci à la mairie de Vitry ainsi qu'aux partenaires de l'événement. Pourquoi un événement sur les prisonniers politiques palestiniens? Parce que c'est une question centrale dans la société palestinienne et aussi pour la résistance. Depuis 76 ans, l'emprisonnement des Palestiniens est utilisé par l'occupation pour essayer de casser tout mouvement de résistance. L'emprisonnement est un des moyens de contrôler et de faire peur à tous et tout le peuple palestinien. C'est une punition collective. Toutes les familles sont concernées. Il y a des prisonniers ou anciens prisonniers dans chaque famille. Les Palestiniens, en tant que résistants pour eux, il y a cette décision collective qui est prise de génération en génération que les prisons ne doivent pas être l'endroit où leur volonté et leur engagement vers le peuple, sa cause et la résistance s'arrêtent. Génération après génération, on a tourné les prisons israéliennes en des laboratoires révolutionnaires. Au fond de cette injustice, sous les bâtons de la torture, les femmes et les hommes dans les prisons ont pu créer des générations de révolutionnaires. Parce qu'ils ont décidé que les prisons de l'occupant israélien ne sont qu'une étape temporaire dans la marche vers la libération nationale. Aujourd'hui, ceux qui vivent les prisonniers depuis des mois, leurs conditions de détention n'ont jamais été aussi dures depuis 1948. Aujourd'hui, des prisonnières et des prisonniers, enfants, femmes, hommes, sont torturés quotidiennement par l'administration de prison. Ils sont privés de son soin médical, des visites, de contact avec l'extérieur. Ils sont humiliés quotidiennement de plusieurs manières. Cette torture depuis octobre a coûté la vie de 31 prisonniers dans la bande de Gaza et 16 prisonniers du reste de la Palestine, dont notre camarade et dirigeant du mouvement des prisonniers, Walid Bakra. Walid, il a participé à l'organisation de l'ensemble des prisonniers pendant 39 ans de ces années d'emprisonnement. Walid, il a dit que nous, les prisonniers, on vit dans un autre temps que le reste de l'humanité. Le temps parallèle qui n'est pas celui des restes du monde. Il disait, ce qui se passe dans les prisons n'est pas simplement la détention et l'isolement des prisonniers qui représentent une menace pour la sécurité d'Israël. Il s'agit plutôt d'un programme complet, scientifique et délibéré visant à remodeler la connaissance palestinienne. Il y a entre 4 000 et 5 000 Palestiniens de Gaza arrêtés les derniers mois, qui sont considérés comme disparus. On ne sait pas clairement où est-ce qu'ils sont détenus. Il y a des témoignages de certains qui étaient libérés, qui prouvent l'horreur inimaginable de ce qui se passe dans ces endroits. Il y a aussi 11 000 détenus qui restent de la Palestine. Ces détenus, parmi eux, il y a des dizaines qui ont passé plus que 35 ans en prison. Au moins 350 ont passé 20 ans en prison. Il y a des femmes résistantes et les enfants qui subissent les mêmes conditions de détention que le reste des prisonniers. Ces femmes résistantes qui sont obligées d'accoucher en étant ménottées mains et pieds pour soi-disant raisons de sécurité. Des enfants qui sont mis à l'isolement total pendant des mois et des années pour tuer leur enfance. L'occupant croit que plus il accentue sa torture,
plus on reculera et on baissera les bras. Puis ils nous blessent et plus ils nous tuent dans les prisons, plus ils croient qu'on va reculer de nos convictions politiques et de notre attachement à la résistance. Mais cette occupation ne sait que ces prisons-là, et qui est imprimée par le sang de nos camarades. C'est exactement le même sang sacré qui est en train de couler depuis Ras al-Makoura jusqu'à Ibn Rashrash. Ces prisonniers-là qui sont devenus un symbole pour la résistance, et les résistants et la résistance vont continuer de nous envoyer l'espoir et l'humanité. C'est dans ces prisons-là qu'on a appris qu'un révolutionnaire est le premier à donner et le dernier à profiter. C'est là où on a appris que la volonté des peuples peut changer l'histoire. C'est là où on est devenu plus en plus convaincu que la résistance de l'ensemble du peuple palestinien est le seul moyen d'arracher notre liberté de ces occupations barbères. Enfin, je veux terminer en citant ce qu'il a dit Macron X. Il y a une différence entre la paix et la libération. Vous pouvez avoir la paix et les injustices. Donc la paix n'est pas la réponse. La seule réponse est la libération. Pour la libération de tous les prisonniers politiques palestiniens, libération pour Georges Brahim Abdallah, la libération pour la Palestine. On continuera de lutter, de résister, on continuera malgré les circonstances difficiles, on continue de dire Palestine vivra, Palestine vaincra. Et nous proposons aussi un accompagnement pour les soignants qui sont déjà partis plusieurs fois en mission à Gaza, notamment l'association Palmed et Caroline Trembière. Et nous proposons aussi quelques formations quand il y a des équipes qui demandent. Et actuellement, nous sommes inquiètes par rapport à la santé mentale, bien évidemment, aussi de nos militants. Parce que nous savons que depuis des mois, il y a des personnes qui sont actives, très très actives, et en première ligne, sans relâche. Nous sommes fiers de tous et de toutes les militants qui se sont battus et qui se battent tous les jours en fait pour toute cette injustice. Et justement, hier, je voulais vraiment dire que hier c'était une journée difficile par rapport à ce qui s'est passé à l'aéroport et que justement il y a plusieurs collègues qui se sont présentés à l'aéroport pour donner un coup de force, pour ne pas laisser que la justice passe et donc pour donner une visibilité. Donc c'est ça aussi notre engagement. Et donc par rapport à militants, je pense que c'est très important de prendre soin de nous-mêmes et nous réfléchissons sur comment soutenir les équipes pour justement essayer de prendre en charge aussi les conflits qui peuvent se présenter à l'intérieur des équipes, c'est tout à fait normal. Donc aujourd'hui, je vais essayer de faire vite, hein. C'est pas évident pour moi, franchement, de faire un résumé, mais j'aimerais aimé partager un peu mon expérience au Chili. Donc j'ai travaillé en fait plusieurs années dans la prise en charge des patients victimes des violences politiques et notamment des détentions et tortures au Chili. Donc je voulais donner quelques éléments sur la torture. On peut dire en première chose, c'est que c'est une des traumatismes les plus graves qui peut subir un être humain. C'est un acte d'une violence extrême, délibérée et intentionnelle, provoquée par quelqu'un d'autre. Donc la victime est réduite à la place d'un objet
la personne va être un lieu de souffrance, de douleur physique et morale. Et la torture cherche à attaquer le sujet tout entier, infliger des souffrances physiques et psychiques, et surtout de laisser des traces, des marques permanentes, attaquer, détruire l'individu, mais aussi attaquer le corps social. Ça, c'est très important. Ce n'est pas uniquement la personne qui va subir la torture, c'est aussi toute la société ou le groupe à quel cette personne appartient. Donc c'est une violence abrasive qui attaque la pensée et bouleverse tous les repères. Donc il y a une rupture des liens et c'est ce qui va se produire, c'est une sidération. C'est pour ça que la torture, après, est très difficile à pouvoir raconter, tant qu'elle relève de l'inimaginable et de l'inénarrable. Donc les effets de la torture sont multiples. Dépression, anxiété, risque suicidaire, addiction, tout ce qui concerne en fait le syndrome psychotraumatique. La famille aussi est victime en fait de la torture. Quand il y a quelqu'un qui a souffert, en fait, c'est tellement traumatique. Et on va voir en fait que la dossier de la torture de génération aussi, ils vont avoir des conséquences et des séquelles, notamment dans la dynamique de la famille. Donc c'est pour ça qu'il est très important à se former dans la prise en charge adaptée des personnes qui ont été victimes des détentions et tortures. Donc par rapport à nous les Chiliens, on a vécu 17 ans de dictature et la torture c'était vraiment quelque chose qui a été présent depuis le premier jour du coup d'État. Se sont créés des centres de détention et torture et il y a eu plusieurs commissions de reconnaissance des victimes. Jusqu'à maintenant, il y a 30 000 personnes qui ont été reconnues comme victimes de détention et torture. J'ai dit jusqu'à maintenant parce que la dernière commission a eu lieu l'année 2010. Et il y avait à cette époque-là encore des personnes qui n'avaient jamais, en fait, ne s'avaient jamais présenté à la commission. Donc ça veut dire que les chiffres ne sont jamais exacts. Il y a toujours des victimes, en fait, qui n'ont pas voulu être reconnues parce que c'est aussi un grand pas, il faut déclarer, et ça, c'est pas facile. Donc, je voulais, pour finir, vous présenter une petite vignette en fait, justement d'une personne en fait, que j'ai suivie quand j'étais au Chili. C'était justement l'année 2010. Donc, c'était une femme qui habitait, qui s'exilait en fait en Europe et qui est rentrée au Chili uniquement pour être reconnue en fait et comme victime de torture. Sauf que pour la commission, comme ça se passe aujourd'hui aussi pour les demandeurs d'asile, il faut être capable en fait de déclarer quelque chose, de raconter et de pouvoir, disons, rédiger quelque chose ou au moins être capable de donner un récit. Sauf que les personnes qui sont traumatisées, parfois ils ne sont pas, même s'ils se sont passés des décennies, capables en fait de donner un récit qui soit clair, logique et compréhensible en fait pour les autres. Donc mon travail, c'était vraiment d'accompagner cette personne pendant 3 mois, 2 séances par semaine, justement pour essayer de faire sortir en fait tout ce qu'elle avait vécu et pouvoir enfin rédiger un certificat. Donc cette dame-là, elle avait été détenue et torturée avec ses enfants qui avaient à l'époque 10 et 12 ans. Sa fille ne s'est jamais pu rappeler de quoi qu'il se soit. Elle avait juste présenté en fait pour la commission un certificat médical qui montrait qu'effectivement elle avait été victime d'une fracture de l'os occipital, une perte de la vision d'un œil. Et son fils, il a envoyé en fait un mail avec quelques éléments, mais un discours qui était complètement désorganisé et flou et qui partait dans tous les sens. Donc j'ai dû en fait rédiger un certificat à partir de c'est ce que j'ai pu travailler pendant 2 mois avec la maman et avec ces mails et ces certificats médicaux pour essayer en fait aussi de présenter les enfants comme victimes de détention et torture. Donc là c'est ça notre travail en fait en tant que psychologue et psychiatre, pouvoir justement expliquer pourquoi est-ce que parfois les discours ils sont pas cohérents. Pourquoi est-ce qu'il y a une manque? Pourquoi est-ce qu'il y a une vie? Pourquoi est-ce que... Parce que c'est ça qui fait le trauma. Le trauma, il va effectivement faire une rupture, créer une rupture aussi de la pensée. C'est attaquer à la pensée et donc du coup, il y a des personnes qui gardent en fait des séquelles qui peuvent durer des décennies ou même toute la vie.
de là l'importance de pouvoir en fait s'informer et que nous, les soignants, puissent aussi avoir une posture politique qui puisse en fait expliquer en fait ces traumatismes dans un contexte historique et pas uniquement médical. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On va poursuivre avec la présentation d'une autre ONG. Et juste avant ça, j'aimerais qu'on applaudisse très très fort tous les bénévoles qui ont rendu cet événement possible. Quand on organise des événements de ce type, il y a tout ce qu'on voit et tout ce qu'on ne voit pas. Et donc vous n'avez pas vu, par exemple, tous les bénévoles qui ont patiemment préparé cet événement durant des jours, ceux qui sont là à tenir des panneaux indicateurs de temps pour nous dire qu'il faut se dépêcher, ceux qui s'occupent de l'organisation et des délais en fait de tenue de l'événement, ceux qui s'occupent de la logistique, ceux qui s'occupent de l'accueil, ceux qui s'occupent de tout en fait. Et donc ça aussi, ça fait partie de la lutte, en fait, ça aussi, ça fait partie des luttes de solidarité ici pour l'organisation en fait de nos mobilisations et de nos collectifs. Donc voilà, il faut les applaudir très très fort. Merci beaucoup à eux. Ok, donc ça, je clarifie pour les personnes qui pensaient que c'était des sourates. Non, c'est les noms des villes palestiniennes en arabe. Et quand il m'a donné cette écharpe, il m'a demandé de lui promettre que partout où on parlerait de la lutte de libération du peuple palestinien, je serai présent. Et c'est parce que je tiens à honorer cette promesse que je suis là avec vous aujourd'hui. Et je serai là tout le temps, à chaque fois que je pourrai être présent pour soutenir le peuple palestinien dans sa lutte de libération. Mais je lui ai fait une autre promesse, ok? Je lui ai fait une autre promesse récemment. Je lui ai dit qu'on organisait, les camarades du P organisaient un meeting de solidarité avec Gaza, que les images allaient tourner dans le monde entier et qu'on allait faire beaucoup de bruit. Okay? On allait faire énormément de bruit pour Gaza. Et comme je vois que vous êtes un peu fatigués, on va voir si vous êtes toujours avec nous ou pas. Vous êtes toujours avec nous, oui ou non? Vous êtes avec nous? Là, vous êtes avec nous ou pas? Et vous? Tahia, Tahia, Palestine! Tahia, Tahia, Palestine! Tahia, Tahia, Palestine! Tahia, Tahia, Palestine! Non, on n'entend pas bien. Tahia, Tahia, Palestine! Tahia, Tahia, Palestine! Tahia, Tahia, Palestine! Free, free Palestine! Free, free Palestine! Free, free Palestine! Free, free Palestine! Viva, viva Palestina! 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 Bon, on va lui envoyer les images, on verra ce qu'il en pense. Merci. Vous pouvez vous applaudir. Merci beaucoup. فلتسمع سنجوع ونعرى قطعا نتقطع ونسف ترابك يا أرضا تتوجع ونموت ولكن لن يسقط من أيدينا علم الأحرار المشرع لن نركع لن نركع لن نركع. Assalamu alaikum. Bonjour à tout le monde. On ne m'a pas laissé de quoi dire sur Palmette, les ont tout dit. Est-ce que vous voulez passer le film? Comme si on leur refusait toute humanité. Gaza se sent abandonné du monde. Mais Gaza n'abandonne jamais. Gaza n'abandonne jamais. Depuis le 7 octobre, les destructions et le chaos dans la bande de Gaza sont d'une violence inimaginable. Des centaines de milliers de réfugiés vivent dans la peur, l'insécurité, le manque de nourriture, d'abri, d'eau et de soins médicaux. Après la destruction de la plupart des hôpitaux, les derniers restants sont poussés au-delà de leur capacité et sont sur le point d'être épuisés. Il est plus que temps d'agir.
Palmed souhaite offrir aux Palestiniens de Gaza un meilleur accès aux services de santé par la création des centres médicaux et soulager l'existence des réfugiés palestiniens en sauvant leur vie. Ces centres médicaux serviront à soigner les blessés et à renforcer les équipes médicales sur place. Aidez-nous à soigner les personnes les plus démunies. Merci de votre soutien et solidarité. www.palmedeurope.fr Oui, Palmed, Rassemblement des médecins palestiniens en Europe, est créé en 2008 et lutte encore et encore pour le droit à la santé, pour le droit des Palestiniens de vivre comme tout le monde. Donc actuellement, depuis le 7 octobre, on continue à envoyer des délégations de médecins palestiniens et français et européens. Ils partent tous les 2 semaines ou 3 semaines et il reste 2 semaines minimum pour soutenir nos collègues à Gaza et en Palestine. Et on envoie avec eux des médicaments ciblés, des matériels médicaux, d'aide financière aussi. Donc on a réussi à continuer, on a envoyé 5 délégations jusqu'à maintenant. Après-demain, il y a une délégation qui va y aller aussi. On a monté depuis le 7 octobre 14 centres médicaux. Vous savez très bien, les hôpitaux, dans quel état ils sont détruits, ils ne sont pas fonctionnels. 32 hôpitaux sur 36 ne fonctionnent plus. Et donc, on a eu l'idée de monter les centres médicaux et d'employer les médecins, les infirmières, les sages-femmes qui n'ont pas de travail, qui sont venus du nord vers le sud. Et donc, ils ont des points médicaux où ils travaillent. Et donc, on les finance, on les fournit les médicaments et on les fournit nos collègues pour les aider. Et on continue. Je vais vous parler maintenant de la situation sanitaire des Palestiniens, des prisonniers palestiniens, des otages palestiniens en territoire occupé. Vous pouvez revenir en arrière? Merci. Je vous laisse voir les photos qui parlent d'elles-mêmes. C'est les situations de détention et l'acheminement vers les prisons. Et voilà l'état où ils sont. Et voilà, ils arrivent en prison. Donc je vous laisse imaginer leur situation dans ces prisons. Quand vous voyez comment ils y arrivent, alors imaginez. Donc, mon ami Salah Hamouri a parlé longuement sur les prisonniers, donc il me facilite la tâche. Je passe le nombre de 9500, les femmes maintenant plus de 200, les enfants maintenant plus de 500. Les médicaux, les soignants sont pratiquement proches de 350. Et on ne parle pas des tueries dans le rang des soignants. Jusqu'à maintenant, un peu moins de 500. Donc ils visent vraiment le système de santé. Ils visent la vie en Palestine. La bande de Gaza est des endroits les plus dangereux au monde pour un enfant. C'est l'UNICEF qui dit ça et qui condamne. Rien ne justifie les meurtres, les mutilations ou les enlèvements des enfants, ou la situation sanitaire de ces enfants, comme vous les voyez. Allez-y, s'il vous plaît. Ça passe? Voilà les conditions où les enfants vivent à Gaza dans les prisons. Dans quel monde on vit? 252 martyrs dans les prisonniers depuis 67. Et depuis le 7 octobre, on ne connaît pas vraiment le nombre. On dit 16 prisonniers martyrs à Cisjordanie et Jérusalem et 29 martyrs de Gaza. Évidemment, il y a des crimes médicaux. Et voilà, le dernier. Moi, j'ai envie de parler que lui. Je le connaissais. Adnan Al-Borch, 50 ans.
qui est traumatologue parmi les meilleurs de Palestine. Il était chef de département et il a refusé, il a refusé de sortir en dehors de Gaza. Il est sorti une fois pour des raisons X, il est revenu. Et il était à Mashfa Shifa, à l'hôpital Shifa. Il a lutté jusqu'à ce qu'on a détruit l'hôpital Shifa, le plus grand hôpital de 750 lits à Gaza. Après, il est parti à l'hôpital Indonésie. Après, il est parti à un autre hôpital, à l'Aouda. Et c'est là qu'on volait sa tête. Donc on l'a menacé, s'il ne sort pas avec toute l'équipe, eh ben on va détruire l'hôpital. Et elle est sortie avec son équipe. On les a mis à nu. Ils l'ont déshabillé devant tout le monde. Et ils l'ont pris en incarcération. Et il n'est jamais arrivé en prison. Il était toujours dans la prison de Ascalon où il était interrogé pendant 4 mois. Et le 19 avril, on a su qu'il est mort. Et le 2 mai, ils ont annoncé à son avocat et à sa famille qu'il est mort. Un des pionniers. C'est une honte. Comment le monde entier peut fermer les yeux là-dessus? Oui, crime médical, voulu. Il voulait sa tête parce qu'il était vraiment parmi les meilleurs. Allez-y. En Palestine, depuis plus de 76 ans, des pratiques contraires à l'éthique, absence de suivi médical, traitement indigne et absence de soins, enchaînement de prisonniers à des lits de l'hôpital. Après. Et voilà les situations des prisonniers qui sont vraiment déplorables. Plusieurs détenus sont morts par manque de soins. Et ça, c'est le Centre israélien d'information qui dit ça et qui se manifeste. Nous n'avons jamais vu un tel niveau d'abus. Pas assez de nourriture. Et certains ont perdu 20 kilos et plus. Suivant, c'est tout. Encore un témoignage des autorités de Gaza chargées des points de passage avec l'agence de France Presse. Un groupe de prisonniers lâchés soignés à l'hôpital de Rafah témoigne. Pendant près de 2 mois, un des prisonniers dit « Je suis resté à genoux de 5 heures du matin à 10 heures du soir, les yeux bandés et les mains attachées. » Vous imaginez la situation sanitaire par la suite? Vous imaginez sa santé, comment elle est? Suivant, s'il vous plaît. Et voilà, Marwan Barghouti, qui est connu depuis 2002. Le plus célèbre de la Palestine, des prisonniers de la Palestine, des otages de la Palestine, transféré 3 fois ces derniers temps depuis le 7 octobre. Isolé, torturé, crime médical encore, mais il est toujours vivant, il est toujours résistant. Pas d'accès aux soins, pas d'hygiène, pas d'électricité, perdu 10 kg selon son avocat et son fils qui l'ont visité dernièrement. Suivant, s'il vous plaît. Suivant. Témoignage aussi de 56 détenus palestiniens libérés des prisons. Présentaient des signes de torture, selon l'UNRWA. Complètement traumatisés. Retard de l'accès aux soins. Absence de protocole pour les examens, pour le traitement, pour le suivi. Négligence médicale pour les gens qui ont des maladies chroniques, des cancers. Pas de soins, réellement. On les laisse mourir. Suivant, s'il vous plaît. Non, là, vous revenez en arrière. Qui travaille dans un hôpital de campagne pour les détenus palestiniens. Et il a écrit une lettre à Haaretz en écrivant la situation des Palestiniens.
Et la lettre est partie dans des lieux, mais bon, je pense qu'on la met dans les tiroirs. C'est des situations inimaginables. Les détenus sont nourris à la paille. C'est le médecin israélien qui décrit. Défaits dans des couches, maintenus dans des contraintes constantes, ce qui viole l'éthique médicale et la loi. Les prisonniers ont les 4 membres menottés en permanence. Complications évidemment, et parfois la mort des patients. Témoignages de 2 prisonniers ont été amputés des jambes en raison de blessures par menottes. Événements de routine, selon le médecin israélien. Et qui disent à la fin, nous sommes tous complices de la violence, de la violation de la loi. Nous sommes tous complices de la violation de la loi. Non. Ça, c'est grâce aux Gilets jaunes que j'ai découvert ça. Encore un témoignage. Le traitement des prisonniers, c'est pour un chantage, pour négocier, pour la pression sur eux, pour dire ce qu'ils ne doivent pas dire. Pas de minimum de services de santé, pas de minimum de matériel médical ou de médicaments, et pas de spécialité, ni ophtalmo, ni psy, ni ORL, pas de médecin de garde la nuit si jamais il y a un problème. Et on leur donne un petit cétamol, un petit médicament pour la douleur, pour toutes les maladies, pour tous les symptômes. Donc violation de droits de prisonniers pour les soins particuliers aussi. Prothèses pour les amputés, il n'y en a pas. Des lunettes médicales, il n'y en a pas. Respirateurs, inhalateurs pour les asthmatiques, les BPCO, il n'y en a pas. Pas de respect pour les régimes des diabétiques ou des cardiaques ou des hypertendus, etc. Pas de soins pour les prisonniers en Palestine. Encore des témoignages, les transferts pour les cas graves et les tardent au maximum pour que les choses s'aggravent davantage et pour que le prisonnier meure. Crime médical. Et les met dans des voitures, pas d'ambulance, dans des voitures fermées, insalubres, et puis attachées. Et puis, en prison, il n'y a pas d'isolement. Vous avez des maladies infectées, vous avez de la tuberculose, vous avez une infection respiratoire, vous avez tout ce que vous voulez, vous le transmettez aux autres. Il n'y a aucun problème, il n'y a pas de respect des soins. La gale, on ne voit plus en France la gale. Eh bien, elle est répandue dans les prisons parce qu'il n'y a pas de respect d'isolement dans ces cas-là et il y a une surpopulation des prisonniers. Donc, pas de situation valable pour être humain. Donc tout ça, c'est une violation flagrante des articles de 3e et 4e Convention de Genève. Le droit à un traitement, le droit à des soins médicaux, à la fourniture de médicaments et à la réalisation de leurs examens médicaux périodiques. Donc témoignage de prisonniers malades et blessés.